Bonsoir, alors je vais lire Les Liaisons dangereuses. Je ne l'ai jamais lu, ce livre en fait. Je l'ai vu en film, voilà, mais je sais que ça a marqué pas mal de gens qui l'ont lu. Ça fait partie des lectures, des fois obligatoires, peut-être pour ceux qu'on fait littéraire avant. Donc il y a pas mal de gens qui m'ont dit que ça les avait marqués, cette lecture. Moi, j'ai pas eu à le lire plus jeune. Mais voilà, en tout cas, c'est un roman épistolaire, donc voilà, ça se compose de 175 lettres. Je vais pas lire le prologue, je vais juste commencer directement par l'histoire, en fait, par les lettres. C'est super intéressant, donc vous allez voir ça. Et n'hésitez pas, si vous voulez avoir justement les lectures bien à suivre et tout, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de lectures et d'être au courant de ce que je fais. Parce que c'est vrai que c'est pas régulier, j'essaie de poster, en ce moment j'essaie de poster quand même de manière plus régulière, mais ça me prend du temps, donc voilà, donc je ne le fais pas de manière assidue, enfin c'est pas tel jour, à telle heure, c'est quand je peux, quand j'ai le temps, voilà, quand j'ai 2 secondes, j'essaie de le faire. Voilà, donc ben c'est parti. Première partie, Cécile Volange à Sophie Carnet, aux Ursulines. Ursuline, c'est un couvent où Cécile a été placée en pension pour y faire ses études. Les Ursulines sont des religieuses de la congrégation placées sous le patronage de Sainte Ursule et dont les moniales se vouent à l'enseignement. Fondé en Italie en 1535, l'ordre s'est établi en France en 1611. Il devient cloîtré en 1620. Donc, lettre 1, Cécile Volange qui s'adresse à son amie Sophie Carnet. Tu vois, ma bonne amie, que je tiens parole, et que les bonnets et les pompons ne prennent pas tout mon temps. Il m'en restera toujours pour toi. J'ai pourtant vu plus de parures dans cette seule journée que dans les 4 ans que nous avons passés ensemble. Et je crois que la superbe Tanville, c'était une pensionnaire aussi du couvent, aura plus de chagrin à ma première visite, où je compte bien la demander, qu'elle n'a cru nous en faire toutes les fois qu'elle est venue nous voir in fiocchi. In fiocchi, ça veut dire en grande toilette, une expression italienne. Maman m'a consultée sur tout. Elle me traite beaucoup moins en pensionnaire que par le passé. J'ai une femme de chambre à moi. J'ai une chambre et un cabinet dont je dispose. Et je t'écris à un secrétaire très joli dont on m'a remis la clé et où je peux renfermer tout ce que je veux. Maman m'a dit que je la verrais tous les jours à son lever, qu'il suffisait que je fusse coiffée pour dîner. Le dîner, à l'époque, c'était le déjeuner. Parce que nous serions toujours seuls. Et qu'alors elle me dirait chaque jour l'heure où je devrais aller les joindre l'après-midi. Le reste du temps est à ma disposition, et j'ai ma harpe, mon dessin et des livres comme au couvent. Si ce n'est que la mère perpétue n'est pas là pour me gronder, et qu'il ne tiendrait qu'à moi d'être toujours à rien faire. Mais comme je n'ai pas ma Sophie pour causer et pour rire, j'aime autant m'occuper. Il n'est pas encore 5 heures. Je ne dois aller retrouver maman qu'à 7. Voilà bien du temps. Si j'avais quelque chose à te dire. Mais on ne m'a pas encore parlé. On ne m'a encore parlé de rien. Et sans les apprêts que je vois faire et la quantité d'ouvrières qui viennent toutes pour moi, je croirais qu'on ne songe pas à me marier et que c'est un radotage de plus de la bonne Joséphine. Joséphine, c'était la tourière au couvent. Cependant, ma maman m'a dit si souvent qu'une demoiselle devait rester au couvent jusqu'à ce qu'elle se mariât, que puisqu'elle m'en fait sortir, il faut bien que Joséphine ait raison. Il vient d'arrêter un carrosse à la porte, et maman me fait dire de passer chez elle tout de suite. Si c'était le monsieur. Je ne suis pas habillée, la main me tremble et le cœur me bat. J'ai demandé à la femme de chambre si elle savait qui était chez ma mère. Vraiment, m'a-t-elle dit, c'est monsieur C. Et elle riait. Oh, je crois que c'est lui. Je reviendrai sûrement te raconter ce qui se sera passé. Voilà toujours son nom. Et il ne faut pas se faire attendre. Adieu jusqu'à un petit moment. Comme tu vas te moquer de la pauvre Cécile. Oh, j'ai été bien honteuse. Mais tu y aurais été attrapée comme moi. En entrant chez maman, j'ai vu un monsieur en noir, debout auprès d'elle. Je l'ai salué du mieux que j'ai pu et suis restée sans pouvoir bouger ma place. Tu juges combien je l'examinais. Madame, a-t-il dit à ma mère, en me saluant, voilà une charmante demoiselle, et je sens mieux que jamais le prix de vos bontés. À ce propos si positif, il m'a pris un tremblement tel que je ne pouvais me soutenir. J'ai trouvé un fauteuil et je m'y suis assise, bien rouge et bien déconcertée. J'y étais à peine que voilà cet homme à mes genoux.
Ta pauvre Cécile alors a perdu la tête. J'étais, comme a dit maman, tout effarouchée. Je me suis levée en jetant un cri perçant. Tiens, comme ce jour du tonnerre. Maman est partie d'un éclat de rire en me disant « Eh bien, qu'avez-vous? Asseyez-vous et donnez votre prix à monsieur. » En effet, ma chère amie, le monsieur était un cordonnier. Je ne peux te rendre combien j'ai été honteuse. Par bonheur, il n'y avait que maman. Je crois que quand je serai mariée, je ne me servirai plus de ce cordonnier-là. Conviens que nous voilà bien savantes. Adieu. Il est près de 6 heures, et ma femme de chambre dit qu'il faut que je m'habille. Adieu, ma chère Sophie. Je t'aime comme si j'étais encore au couvent. PS. Je ne sais pas par qui envoyer ma lettre, ainsi j'attendrai que Joséphine vienne. Paris, ce 3 août. Lettre 2. Donc là, c'est la marquise de Merteuil au vicomte de Valmont, au château de 3 petits points. Revenez, mon cher vicomte, revenez. Que faites-vous? Que pouvez-vous faire chez une vieille tante dont tous les biens vous sont substitués? Partez sur le champ, j'ai besoin de vous. Il m'est venu une excellente idée, et je veux bien vous en confier l'exécution. Ce peu de mots devrait suffire, et trop honoré de mon choix, vous devriez venir avec empressement, prendre mes ordres à genoux. Mais vous abusez de mes bontés, même depuis que vous n'en usez plus. Et dans l'alternative d'une haine éternelle et d'une excessive indulgence, votre bonheur veut que ma bonté l'emporte. Je veux donc bien vous instruire de mes projets, mais jurez-moi qu'en fidèle chevalier, vous ne courrez aucune aventure que vous n'aimiez mis celle-ci à fin. Elle est digne d'un héros, vous servirez l'amour et la vengeance. Ce sera enfin une rouerie de plus à mettre dans vos mémoires. Alors, une rouerie, ces mots roué et rouerie, dont heureusement la bonne compagnie commence à se défaire, étaient fort en usage à l'époque où ces lettres ont été écrites. Le terme roué désignait à l'origine les condamnés qui avaient subi le supplice de la roue. Par analogie, le régent appliqua ce mot à ses compagnons de débauche, dont le comportement immoral aurait mérité le châtiment de la roue. La note de la clause semble situer l'action à l'époque de la Régence, entre 1715 et 1723. Donc Merteuil, qu'est-ce qu'elle lui dit? Donc, je reprends, elle est digne d'un héros. Vous servirez l'amour et la vengeance, ce sera enfin une rouerie de plus à mettre dans vos mémoires. Oui, dans vos mémoires, car je veux qu'ils soient imprimés un jour et je me charge de les écrire. Mais laissons cela et revenons à ce qui m'occupe. Madame de Volanges marie sa fille. C'est encore un secret, mais elle m'en a fait part hier. Et qui croyez-vous qu'elle ait choisi pour gendre? Le comte de Gercourt. Qui m'aurait dit que je deviendrais la cousine de Gercourt? J'en suis dans une fureur. Eh bien, vous ne devinez pas encore? Oh, l'esprit lourd! Lui avez-vous donc pardonné l'aventure de l'intendante? Et moi, n'ai-je pas encore plus à me plaindre de lui, monstre que vous êtes? Mais je m'apaise, et l'espoir de me venger rassénère mon âme. Vous avez été ennuyé 100 fois, ainsi que moi, de l'importance que met Gercourt à la femme qu'il aura, et de la sotte présomption qui lui fait croire qu'il évitera le sort inévitable. Vous connaissez sa ridicule prévention pour les éducations cloîtrées et son préjugé plus ridicule encore en faveur de la retenue des blondes. En effet, je gagerais que, malgré les 60 000 livres de rente de la petite Volanges, il n'aurait jamais fait ce mariage si elle eût été brune, et si elle n'eût pas été au couvent. Prouvons-lui donc qu'il n'est qu'un sot. Il le sera sans doute un jour. Ce n'est pas là ce qui m'embarrasse, mais le plaisant serait qu'il débutât par là. Comme nous nous amuserions le lendemain en l'entendant se vanter, car il se vantera. Et puis, si une fois vous formez cette petite fille, il y aura bien du malheur si le Gercourt ne devient pas, comme un autre, la fable de Paris. Au reste, l'héroïne de ce nouveau roman mérite tous vos soins. Elle est vraiment jolie. Cela n'a que 15 ans. C'est le bouton de rose, gauche à la vérité, comme on ne l'est point, et nullement maniéré. Mais vous autres hommes, vous ne craignez pas cela. De plus, un certain regard langoureux qui promet beaucoup en vérité. Ajoutez-y que je vous la recommande. Vous n'avez plus qu'à me remercier et m'obéir. Vous recevrez cette lettre demain matin. J'exige que demain à 7 heures du soir, vous soyez chez moi. Je ne recevrai personne qu'à 8, pas même le régnant chevalier. Il n'a pas assez de tête pour une aussi grande affaire. Vous voyez que l'amour ne m'aveugle pas. À 8 heures, je vous rendrai votre liberté et vous reviendrez à 10 souper avec le bel objet, car la mère et la fille souperont chez moi. Adieu. Il est midi passé. Bientôt, je ne m'occuperai plus de vous. Paris, ce 4 août. Lettre 3. Cécile Volanges à Sophie Carnet. Je ne sais encore rien, ma bonne amie. Maman avait hier beaucoup de monde à souper. Malgré l'intérêt que j'avais à examiner, les hommes surtout, je me suis fort ennuyée. Hommes et femmes, tout le monde m'a beaucoup regardée, et puis on se parlait à l'oreille, et je voyais bien qu'on parlait de moi. Cela me faisait rougir.
Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je l'aurais bien voulu, car j'ai remarqué que, quand on regardait les autres femmes, elles ne rougissaient pas. Ou bien c'est le rouge qu'elles mettent qui empêche de voir celui que l'embarras leur cause. Car il doit être bien difficile de ne pas rougir quand un homme vous regarde fixement. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était de ne pas savoir ce qu'on pensait sur mon compte. Je crois avoir entendu pourtant non, je n'arrive pas à tourner la page, 2 ou 3 fois le mot de joli. Mais j'ai entendu bien distinctement celui de gauche. Et il faut que cela soit bien vrai, car la femme qui le disait est parente et amie de ma mère. Elle paraît même avoir appris tout de suite de l'amitié pour moi. C'est la seule personne qui m'a un peu parlé dans la soirée. Nous souperons demain chez elle. J'ai encore entendu, après souper, un homme que je suis sûre qui parlait de moi et qui disait à un autre « Il faut laisser mûrir cela, nous verrons cet hiver. » C'est peut-être celui-là qui doit m'épouser. Mais alors, ce ne serait donc que dans 4 mois. Je voudrais bien savoir ce qu'il en est. Voilà Joséphine, et elle me dit qu'elle est pressée. Je veux pourtant te raconter encore une de mes gaucheries. Oh, je crois que cette dame a raison. Après le souper, on s'est mis à jouer. Je me suis placée auprès de maman. Je ne sais pas comment cela s'est fait, mais je me suis endormie presque tout de suite. Un grand éclat de rire m'a réveillée. Je ne sais si l'on riait de moi, mais je le crois. Maman m'a permis de me retirer et elle m'a fait grand plaisir. Figure-toi qu'il était 11 heures passées. Adieu, ma chère Sophie. Aime toujours bien ta Cécile. Je t'assure que le monde n'est pas aussi amusant que nous l'imaginions. Paris, ce 4 août. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil, à Paris. Vos ordres sont charmants. Votre façon de les donner est plus aimable encore. Vous feriez chérir le despotisme. Ce n'est pas la première fois, comme vous savez, que je regrette de ne plus être votre esclave. Et tout monstre que vous dites que je suis, je ne me rappelle jamais sans plaisir le temps où vous m'honoriez de non plus doux. Souvent même, je désire de les mériter de nouveau, et de finir par donner, avec vous, un exemple de constance au monde. Mais de plus grands intérêts nous appellent. Conquérir est notre destin, il faut le suivre. Peut-être au bout de la carrière nous rencontrerons-nous encore, car, soit dit sans vous fâcher, ma très belle marquise, vous me suivez au moins d'un pas égal, et depuis que nous séparant pour le bonheur du monde, nous prêchons la foi chacun de notre côté, il me semble que dans cette mission d'amour, vous avez fait plus de prosélytes que moi. Je connais votre zèle, votre ardente ferveur, et si ce Dieu-là nous jugeait sur nos œuvres, vous seriez un jour la patronne de quelque grande ville, tandis que votre ami serait au plus un saint de village. Ce langage vous étonne, n'est-il pas vrai? Mais depuis 8 jours, je n'en parle pas d'autre. Et c'est pour m'y perfectionner que je me vois forcée de vous désobéir. Ne vous fâchez pas et écoutez-moi. Dépositaire de tous les secrets de mon cœur, je vais vous confier le plus grand projet que j'ai jamais formé. Que me proposez-vous? De séduire une jeune fille qui n'a rien vu, ne connaît rien, qui, pour ainsi dire, me serait livrée sans défense, qu'un premier hommage ne manquera pas d'enivrer et que la curiosité mènera peut-être plus vite que l'amour? 20 autres peuvent y réussir, comme moi. Il n'en est pas ainsi de l'entreprise qui m'occupe. Son succès m'assure autant de gloire que de plaisir. L'amour qui prépare ma couronne hésite lui-même entre le myrte et le laurier, ou plutôt il les réunira pour honorer mon triomphe. Vous-même, ma belle amie, vous serez saisie d'un saint respect et vous direz avec enthousiasme « Voilà l'homme selon mon cœur ». Vous connaissez la présidente Tourvel, sa dévotion, son amour conjugal, ses principes austères. Voilà ce que j'attaque, voilà l'ennemi digne de moi, voilà le but où je prétends atteindre. Et si, de l'obtenir, je n'emporte le prix, j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. On peut citer de mauvais vers quand ils sont d'un grand poète. C'est de La Fontaine. Vous saurez donc que le président est en Bourgogne, à la suite d'un grand procès. J'espère lui en faire perdre un plus important. Son inconsolable moitié doit passer ici tout le temps de cet affligeant veuvage. Une messe chaque jour, quelques visites aux pauvres du canton, des prières du matin et du soir, des promenades solitaires, de pieux entretiens avec ma vieille tante et quelquefois un triste whisk. Le whisk, c'est l'ancêtre du bridge. Devaient être ses seules distractions. Je lui en prépare de plus efficaces. Mon bon ange m'a conduit ici pour son bonheur et pour le mien. Insensé, je regrettais 24 heures que je sacrifiais à des égards d'usage. Combien on me punirait en me forçant de retourner à Paris?
Heureusement, il faut être 4 pour jouer au whist. Et comme il n'y a ici que le curé du lieu, mon éternelle tante m'a beaucoup pressée de lui sacrifier quelques jours. Vous devinez que j'y ai consenti. Vous n'imaginez pas combien elle me cajole depuis ce moment, combien surtout elle est édifiée de me voir régulièrement à ses prières et à sa messe. Elle ne se doute pas de la divinité que j'y adore. Me voilà donc depuis 4 jours livrée à une passion forte. Vous savez si je désire vivement, si je dévore les obstacles, mais ce que vous ignorez, c'est combien la solitude ajoute à l'ardeur du désir. Je n'ai plus qu'une idée, j'y pense le jour, j'y rêve la nuit. J'ai bien besoin d'avoir cette femme pour me sauver du ridicule d'en être amoureux, car où ne mène pas un désir contrarié? Ô délicieuse jouissance, je t'implore pour mon bonheur et surtout pour mon repos, que nous sommes heureux que les femmes se défendent si mal. Nous ne serions auprès d'elles que de timides esclaves. J'ai dans ce moment un sentiment de reconnaissance pour les femmes faciles, qui m'amène naturellement à vos pieds. Je m'y prosterne pour obtenir mon pardon, et j'ai fini cette trop longue lettre. Adieu, ma très belle amie, sans rancune. Du château de machin, 5 août, 1700 et quelques. Lettre 5, évidemment, la marquise ne va pas être très ravie de la réponse du vicomte de Valmont, qui quand même ne lui obéit pas, hein, ça c'est clair. Donc la marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Savez-vous, vicomte, que votre lettre est d'une insolence rare, et qu'il ne tiendrait qu'à moi de m'en fâcher? Mais elle m'a prouvé clairement que vous aviez perdu la tête, et cela seul vous a sauvé de mon indignation. Amie généreuse et sensible, j'oublie mon injure, pour ne m'occuper que de votre danger. Et quelque ennuyeux qu'il soit de raisonner, je cède au besoin que vous en avez dans ce moment. Vous, avoir la présidente de Tourvel, mais quel ridicule caprice! Je reconnais bien là votre mauvaise tête, qui ne sait désirer que ce qu'elle croit ne pas pouvoir obtenir. Qu'est-ce donc que cette femme? D'être irrégulier si vous voulez, mais nulle expression. Passablement faite, mais sans grâce. Toujours mise à faire rire, avec ses paquets de fichus sur la gorge et son corps. Son corps, c'est le corsage ou le corset, qui remonte jusqu'au menton. Je vous le dis en ami, il ne vous faudrait pas 2 femmes comme celle-là pour vous faire perdre toute votre considération. Rappelez-vous donc ce jour où elle quêtait à Saint-Roch et où vous me remerciâtes tant de vous avoir procuré ce spectacle. Je crois la voir encore, donnant la main à ce grand échalas en cheveux longs, prête à tomber à chaque pas, ayant toujours son panier de 4 aunes sur la tête de quelqu'un, et rougissant à chaque révérence. Qui vous eût dit alors que vous désireriez cette femme? Allons, vicomte, rougissez vous-même et revenez à vous. Je vous promets le secret. Et puis voyez donc les désagréments qui vous attendent. Quel rival avez-vous à combattre? Un mari? Ne vous sentez-vous pas humilié à ce seul mot? Quelle honte si vous échouez! Et même combien peu de gloire dans le succès. Parce qu'à la base, à cette époque-là, on avait un mari, mais qu'on n'aimait pas particulièrement. Donc, la femme pouvait facilement être intéressée par d'autres hommes sans difficulté, puisqu'elle était avec quelqu'un qu'elle n'aimait pas. En gros, c'est un peu ça le sens. Enfin, pour moi. Je comprends ça comme ça, en tout cas. Je suis pas prof de français, hein, je le répète. Donc, quelle honte si vous échouez. Et même combien de gloire dans le succès. Je dis plus, n'en espérez aucun plaisir. En est-il avec les prudes? J'entends celles de bonne foi. Réservées au sein même du plaisir, elles ne vous offrent que des demi-jouissances. Cet entier abandon de soi-même, ce délire de la volupté où le plaisir s'épure par son excès, ces biens de l'amour ne sont pas connus d'elle. Je vous le prédis. Dans la plus heureuse supposition, votre présidente croira avoir tout fait pour vous en vous traitant comme son mari, et dans le tête-à-tête conjugal le plus tendre, on reste toujours 2. Ici, c'est bien pire encore. Votre prude est dévote, et de cette dévotion de bonne femme qui condamne à une éternelle enfance. Peut-être surmonterez-vous cet obstacle, mais ne vous flattez pas de le détruire. Vainqueur de l'amour de Dieu, vous ne le serez pas de la peur du diable, et qu'en tenant votre maîtresse dans vos bras, vous sentirez palpiter son cœur, ce sera de crainte et non d'amour. Peut-être si vous eussiez connu cette femme plus tôt, en eussiez-vous pu faire quelque chose. Mais cela à 22 ans, il y en a près de 2 qu'elle est mariée. Croyez-moi, vicomte, quand une femme s'est encroûtée à ce point, il faut l'abandonner à son sort. Ce ne sera jamais qu'une espèce. C'est pourtant pour ce bel objet que vous refusez de m'obéir.
que vous vous enterrez dans le tombeau de votre tante et que vous vous renoncez à l'aventure la plus délicieuse et la plus faite pour vous faire honneur. Par quelle fatalité faut-il donc que Gercourt garde toujours quelque avantage sur vous? Tenez, je vous en parle sans humeur, mais dans ce moment je suis tentée de croire que vous ne méritez pas votre réputation. Je suis tentée surtout de vous retirer ma confiance. Je ne m'accoutumerai jamais à dire mes secrets à l'amant de Madame de Tourvel. Sachez pourtant que la petite Volanges a déjà fait tourner une tête. Le jeune Danceny en raffole. Il a chanté avec elle, et en effet, elle chante mieux qu'à une pensionnaire n'appartient. Ils doivent répéter beaucoup de duos, et je crois qu'elle se mettrait volontiers à l'unisson. Mais ce Danceny est un enfant qui perdra son temps à faire l'amour et ne finira rien. Faire l'amour, à cette époque-là, c'est pas faire l'amour, c'est parler d'amour, en fait. C'est faire la cour, quoi. La petite personne, de son côté, est assez farouche. Et à tout événement, cela sera toujours beaucoup moins plaisant que vous n'auriez pu le rendre. Aussi j'ai de l'humeur, et sûrement je querellerai le chevalier à son arrivée. Je lui conseille d'être doux, car dans ce moment il ne m'en coûterait rien de rompre avec lui. Je suis sûre que si j'avais le bon esprit de le quitter à présent, il en serait au désespoir. Et rien ne m'amuse comme un désespoir amoureux. Il m'appellerait perfide, et ce mot de perfide m'a toujours fait plaisir. C'est après celui de cruel, le plus doux à l'oreille d'une femme, et il est moins pénible à mériter. Sérieusement, je vais m'occuper de cette rupture. Voilà pourtant de quoi vous êtes la cause. Aussi, je le mets sur votre conscience. Adieu, recommandez-moi aux prières de votre présidente. Paris se sait toute. Donc là, Merteuil, en fait, en gros, elle dit qu'il se trompe, que la fille, la femme du président, là, comment elle s'appelle, Tourvel, la présidente de Tourvel, bah, en fait, elle est déjà trop vieille, elle est dévote, donc elle est tout le temps, elle n'a pas beaucoup d'expérience. Donc déjà, il ne va même pas en tirer du plaisir personnel. Et en plus, la petite jeune Volanges, elle plaît déjà beaucoup à plein de gens. Donc, et notamment au jeune Danceny, qui est trop jeune pour la séduire. Enfin, il est d'après Merteuil, hein, parce que bon, c'est un petit peu la vieille qui a l'expérience, elle fait un peu la vieille maquerelle un peu. Donc voilà, elle essaie de tout diriger et elle a l'impression de tout savoir sur les gens, quoi. Donc voilà, donc c'est ce qu'elle a dit. Puis vu qu'elle est un petit peu en colère, elle se dit qu'elle va rompre avec son chevalier là et que c'est parce qu'elle n'est pas de très bonne humeur. Donc c'est à cause de Valmont qu'elle n'est pas de bonne humeur. Donc elle veut qu'il ait ça sur sa conscience. Lettre 6. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Il n'est donc point de femme qui n'abuse de l'empire qu'elle a su prendre. Et vous-même, vous que je nommais si souvent mon indulgent ami, vous essayez enfin de l'être, et vous ne craignez pas de m'attaquer dans l'objet de mes affections. De quel trait vous osez peindre Madame de Tourvel? Quel homme n'eût point payé de sa vie cette insolente audace? À quelle autre femme qu'à vous n'eût-elle valu au moins une noirceur? De grâce, ne me mettez plus à d'aussi rudes épreuves, je ne répondrai pas de les soutenir. Au nom de l'amitié, attendez que j'ai eu cette femme, si vous voulez en médire. Ne savez-vous pas que la seule volupté a le droit de détacher le bandeau de l'amour? Mais que dis-je, Madame de Tourvel a-t-elle besoin d'illusions? Non. Pour être adorable, il lui suffit d'être elle-même. Vous lui reprochez de se mettre mal, je le crois bien. Toute parure lui nuit. Tout ce qui la cache la dépare. C'est dans l'abandon du négligé qu'elle est vraiment ravissante. Grâce aux chaleurs accablantes que nous éprouvons, un déshabillé de simple toile me laisse voir sa taille ronde et souple. Une seule mousseline couvre sa gorge, et mes regards furtifs mais pénétrants en ont déjà saisi les formes enchanteresses. Sa figure, dites-vous, n'a nulle expression? Et qu'exprimerait-elle dans les moments où rien ne parle à son cœur? Non, sans doute. Elle n'a point, comme nos femmes coquettes, ce regard menteur qui séduit quelquefois et nous trompe toujours. Elle ne sait pas couvrir le vide d'une phrase par un sourire étudié, et quoiqu'elle ait les plus belles dents du monde, elle ne rit que de ce qui l'amuse. Mais il faut voir comme, dans les folâtres jeux, elle offre l'image d'une gaieté naïve et franche, comme auprès d'un malheureux qu'elle s'empresse de secourir, son regard annonce la joie pure et la bonté compatissante. Il faut voir surtout, au moindre mot d'éloge ou de cajolerie, se peindre sur sa figure céleste ce touchant embarras d'une modestie qui n'est point jouée. Elle est prude et dévote, et de là vous la jugez froide et inanimée? Je pense bien différemment,
Quelle étonnante sensibilité ne faut-il pas avoir pour la répandre jusque sur son mari et pour aimer toujours un être toujours absent? Quelle preuve plus forte pourriez-vous désirer? J'ai su pourtant m'en procurer une autre. J'ai dirigé sa promenade de manière qu'il s'est trouvé un fossé à franchir. Et quoique fort leste, elle est encore plus timide. Vous jugez bien qu'une prude craint de sauter le fossé. Là, c'est une sorte de blague de mauvais goût. Donc là, il y a un petit astérix, puis c'est écrit « On reconnaît ici le mauvais goût des calembours qui commençaient à prendre et qui depuis a fait tant de progrès. » Voilà. Les gros jeux de mots un peu lourdins, quoi. Enfin, lourds. Donc vous jugez bien qu'une prude craint de sauter le fossé. Il a fallu se confier à moi. J'ai tenu dans mes bras cette femme modeste. Nos préparatifs et le passage de ma vieille tante avaient fait rire aux éclats la folâtre dévote. Mais dès que je me fus emparée d'elle, par une adroite gaucherie, nos bras s'enlacèrent mutuellement. Je pressai son sein contre le mien, et dans ce court intervalle, je sentis son cœur battre plus vite. L'aimable rougeur vint colorer son visage, et son modeste embarras m'apprit assez que son cœur avait palpité d'amour et non de crainte. Ma tante cependant s'y trompa comme vous, et se mit à dire « L'enfant a eu peur », mais la charmante candeur de l'enfant ne lui permit pas le mensonge, et elle répondit naïvement « Oh, non, mais… » Ce seul mot m'a éclairé. Dès ce moment, le doux espoir a remplacé la cruelle inquiétude. J'aurai cette femme, je l'enlèverai au mari qui la profane. J'oserai la ravir au Dieu même qu'elle adore. Quel délice d'être tour à tour l'objet et le vainqueur de ses remords. Loin de moi l'idée de détruire les préjugés qui l'assiègent. Ils ajouteront à mon bonheur et à ma gloire. Qu'elle croie à la vertu, mais qu'elle me la sacrifie, que ses fautes l'épouvantent, sans pouvoir l'arrêter, et qu'agitée de mille terreurs, elle ne puisse les oublier, les vaincre que dans mes bras, qu'alors j'y consens, elle me dise « je t'adore ». Elle seule, entre toutes les femmes, sera digne de prononcer ces mots. Je serai vraiment le Dieu qu'elle aura préféré. Soyons de bonne foi, dans nos arrangements aussi froids que faciles. Ce que nous appelons bonheur est à peine un plaisir. Vous le dirai-je. Je croyais mon cœur flétri, et ne me trouvant plus que des sens, je me plaignais d'une vieillesse prématurée. Madame de Tourvel m'a rendu les charmantes illusions de la jeunesse. Auprès d'elle, je n'ai pas besoin de jouir pour être heureux. La seule chose qui m'effraie est le temps que va me prendre cette aventure. Car je n'ose rien donner au hasard. J'ai beau me rappeler mes heureuses témérités, je ne puis me résoudre à les mettre en usage. Pour que je sois vraiment heureux, il faut qu'elle se donne, et ce n'est pas une petite affaire. Je suis sûre que vous admireriez ma prudence. Je n'ai pas encore prononcé le mot d'amour, mais déjà nous en sommes à ceux de confiance et d'intérêt. Pour la tromper le moins possible, et surtout pour prévenir l'effet des propos qui pourraient lui revenir, je lui ai raconté moi-même, et comme en m'accusant, quelques-uns de mes traits les plus connus. Vous ririez de voir avec quelle candeur elle me prêche. Elle veut, dit-elle, me convertir. Elle ne se doute pas encore de ce qui lui en coûtera pour le tenter. Elle est loin de penser qu'en plaidant pour parler comme elle, pour les infortunés que j'ai perdus, elle parle d'avance dans sa propre cause. Cette idée me vint hier au milieu d'un de ses sermons, et je ne pus me refuser au plaisir de l'interrompre pour l'assurer qu'elle parlait comme un prophète. Adieu, ma très belle amie. Vous voyez que je ne suis pas sans ressources, pas perdue sans ressources. PS. À propos, ce pauvre chevalier s'est-il tué de désespoir? En vérité, vous êtes 100 fois plus mauvais sujet que moi, et vous m'humilierez si j'avais de l'amour-propre. Du château, ce 9 août. Cécile Volanges à Sophie Carnet. Si je ne t'ai rien dit de mon mariage, c'est que je ne suis pas plus instruite que le premier jour. Je m'accoutume à n'y plus penser et je me trouve assez bien dans mon genre de vie. J'étudie beaucoup mon chant et ma harpe. Il me semble que je les aime mieux depuis que je n'ai plus de maître. Ou plutôt, c'est que j'en ai un meilleur. Monsieur le chevalier d'Anceny, ce monsieur dont je t'ai parlé et avec qui j'ai chanté avec madame de Merteuil, a la complaisance de venir ici tous les jours et de chanter avec moi des heures entières. Il est extrêmement aimable, il chante comme un ange et compose de très jolis airs dont il fait aussi les paroles. C'est bien dommage qu'il soit chevalier de Malte. Alors, chevalier de Malte, Cécile se trompe. À ce stade du récit, Danceny n'a pas encore prononcé des vœux de chevalier de Malte. Il ne le fera qu'à la fin du roman. Les chevaliers de Malte font vœux de chasteté, d'obéissance et de pauvreté.
Donc, ils appartiennent à l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, fondé en 1113 en Palestine pour soigner les pèlerins qui se rendaient en Palestine. L'ordre devient militaire en 1140 et après la perte de la Terre Sainte en 1291, s'installe à Chypre, puis sur l'île de Rhodes en 1309. Après la prise de Rhodes par Soliman le Magnifique en 1522, l'ordre s'installe sur l'île de Malte, qui lui est cédée par Charles Quint en 1530. Aujourd'hui installé à Rome, l'ordre joue un simple rôle honorifique. Donc on reprend juste la phrase, parce que bon, bien, donc en fait elle se fait une idée là-dessus. Donc c'est bien dommage qu'il soit chevalier de Malte. Il me semble que s'il se mariait, sa femme serait bien heureuse. Il a une douceur charmante. Il n'a jamais l'air de faire un compliment, et pourtant tout ce qu'il dit flatte. Il me reprend sans cesse tant sur la musique que sur autre chose, mais il mêle à ses critiques tant d'intérêt et de gaieté qu'il est impossible de ne pas lui en savoir gré. Seulement, quand il vous regarde, il a l'air de vous dire quelque chose d'obligeant. Il joint à tout cela d'être très complaisant. Par exemple, hier, il était prié d'un grand concert. Il a préféré de rester toute la soirée chez maman. Cela m'a fait bien plaisir, car quand il n'y est pas, personne ne me parle, et je m'ennuie. Au lieu que quand il y est, nous chantons et nous causons ensemble. Il a toujours quelque chose à me dire. Lui et Madame de Merteuil sont les deux seules personnes que je trouve aimables. Mais adieu, ma chère amie, j'ai promis que je saurais pour aujourd'hui une ariette. Une ariette, c'est un air léger qui s'adapte à des paroles, dont l'accompagnement est très difficile, et je ne veux pas manquer de paroles. Je vais me remettre à l'étude jusqu'à ce qu'ils viennent. Du château, ce c'est tout. Lettre 8. Lettre 8, la présidente de Tourvel à Madame de Volanges. On ne peut être plus sensible que je le suis, madame, à la confiance que vous me témoignez, ni prendre plus d'intérêt que moi à l'établissement de mademoiselle de Volanges. C'est bien de toute mon âme que je lui souhaite une félicité dont je ne doute pas qu'elle ne soit digne, et sur laquelle je m'en rapporte bien à votre prudence. Je ne connais point monsieur le comte de Gercourt, mais honoré de votre choix, je ne puis prendre de lui qu'une idée très avantageuse. Je me borne, madame, à souhaiter à ce mariage un succès aussi heureux qu'au mien, qui est pareillement votre ouvrage, et pour lequel chaque jour ajoute à ma reconnaissance. Que le bonheur de mademoiselle votre fille soit la récompense de celui que vous m'avez procuré, et puisse la meilleure des amies être aussi la plus heureuse des mères. Je suis vraiment peinée de ne pouvoir vous offrir de vive voix l'hommage de ce vœu sincère, et faire aussitôt, que je le désirerais, connaissance avec mademoiselle de Volanges. Après avoir éprouvé vos bontés vraiment maternelles, j'ai droit d'espérer d'elle l'amitié tendre d'une sœur. Je vous prie, madame, de vouloir bien la lui demander de ma part, en attendant que je me trouve à portée de la mériter. Je compte rester à la campagne tout le temps de l'absence de monsieur de Tourvel. J'ai pris ce temps pour jouir et profiter de la société et de la respectable madame de Rosemonde. Cette femme est toujours charmante. Son grand âge ne lui fait rien perdre. Elle conserve toute sa mémoire et sa gaieté. Son corps seul a 84 ans, son esprit n'en a que 20. Notre retraite est égayée par son neveu, le vicomte de Valmont, qui a bien voulu nous sacrifier quelques jours. Je ne le connaissais que de réputation, et elle me faisait peu désirer de le connaître davantage. Mais il me semble qu'il vaut mieux qu'elle. Ici où le tourbillon du monde ne le gâte pas, il parle raison avec une facilité étonnante, et il s'accuse de ses torts avec une candeur rare. Il me parle avec beaucoup de confiance, et je le prêche avec beaucoup de sévérité. Vous qui le connaissez, vous conviendrez que ce serait une belle conversion à faire. Mais je ne doute pas, malgré ses promesses, que 8 jours de Paris ne lui fassent oublier tous mes sermons. Le séjour qu'il fera ici sera au moins autant de retranché sur sa conduite ordinaire, et je crois que d'après sa façon de vivre, ce qu'il peut faire de mieux est de ne rien faire du tout. Il sait que je suis occupée à vous écrire, et il m'a chargé de vous présenter ses respectueux hommages. Recevez aussi le mien avec la bonté que je vous connais, et ne doutez jamais des sentiments sincères avec lesquels j'ai l'honneur d'être, etc. Ce 9 août 1700 et quelques. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. Je suis donc jusqu'à la lettre 8. Alors, je ne sais pas combien de lettres en tout il y a. Ça doit être énorme, en fait. 173. Ça s'arrête à la lettre 175. Donc, on en a encore pas mal. Hein. Là, je me suis arrêtée à la lettre 8. Donc, je continuerai bientôt. Donc, bonne soirée. C'est quand même une jolie histoire. Voilà.
Allez, bonne soirée, au revoir.